Et aujourd'hui, on a besoin, nous, de se réapproprier nos récits. Et pour moi, le cinéma, c'est un outil puissant, notamment pour les Africains, de se réapproprier leur narratif. Bonjour Aïssa, Bonjour Aïssatou. je suis ravie de t'accueillir. Merci. J'espère que tu vas bien. Ça va. Ouais. Je me suis permise de commander des petites choses. Il y a du gingembre, du bissap, des petits pastels, des acras de morue. Super. Tu te sers si tu Tu me as connais. envie de quoi Je que sais ce que je suis soit. gourmande, donc... Bon, bah on va parler un peu de ton parcours de cinéma d'Afrique, Mes sujets de prédilection. n'est-ce pas? Est-ce que tu veux bien m'expliquer un petit peu ton parcours, les études que tu as fait et comment tu es arrivée du coup à te dire que c'est dans le cinéma que tu voulais évoluer par la suite? Alors, par où commencer? Je suis rentrée dans le cinéma, je dirais, plus par l'engagement, Ok. plus par l'envie de faire bouger les choses et l'envie de nous voir à l'écran. Alors moi, pour me situer un petit peu, donc, je suis née et grandie à Paris, dans le 18e arrondissement de Paris. Et j'étais dans un collège ZEP, donc avec que des Noirs et des Arabes. La plupart des collégiens, on finissait, soit la plupart ne finissaient pas l'école, soit ils étaient orientés en professionnel contre leur gré parfois, etc. Donc on était très peu à aller en fait dans des lycées, lycée général, etc. Et moi, en fait, dès cet âge-là, j'avais une idée très précise de ce que je voulais faire. Ok. Je me souviens qu'au collège, je disais aux jeunes, je comprends pas pourquoi vous foutez la merde, parce que nos parents sont des ouvriers, donc moi j'ai envie de réussir. Enfin, vraiment, j'étais comme ça. Et souvent, on me disait, bah, t'es ramayade ou quoi? Enfin, vraiment, on m'envoyait des vannes, Ok. parce que j'étais déterre, j'étais tout le temps déléguée de classe, enfin, vraiment, la petite faillotte et tout. Mais parce que j'avais une idée très précise de ce que je voulais faire, je voulais absolument réussir, parce que à cette époque-là, je voyais ma mère qui galérait, je voyais comment on était traité en fait en France. Et je voulais changer d'environnement, donc je suis allée Ok. dans un lycée, un très bon lycée de Paris, mais où ça a été un peu le revers de médaille parce que je pense que je ne m'attendais pas à cette violence-là. Je suis allée dans un lycée où je me suis retrouvée être la seule femme noire de ma promotion, Oh, alors que j'étais dans un collège où il n'y avait que il ça. n'y avait que ça. Et du coup, c'était même pas que la question de couleur qui posait problème, c'était aussi de classe sociale. C'est-à-dire, je me suis retrouvée vraiment avec des enfants de personnes très aisées, très riches, etc., qui vivaient dans des bâtiments haussmanniens juste en bas des Champs-Élysées. Enfin, vraiment des trucs de dingue. Et moi, j'étais dans mon petit 18e, tu vois, à côté du périph' et tout. Ok. Et je pleurais, je me souviens en seconde, je disais à ma mère, non, c'est bon, je veux retourner en ZEP, je peux pas rester ici, c'est trop dur. J'ai pas mes codes, j'ai Et pas mes non, c'était repères. trop violent. Et surtout, la première fois que j'avais mis le pied dans ce lycée, je me souviens qu'il y avait un jeune qui avait dit, mais depuis quand on prend des fatous Oh, au lycée? Et ça m'avait marqué. Parce que moi, en plus, à l'époque, j'écoutais du métal japonais. J'écoutais pas du rap, donc tu vois, souvent on m'invitait dans les dîners de classe et on me disait Aïcha, c'est la musique, c'est le rap et tout. Et du coup, je faisais semblant d'écouter le rap pour essayer de rentrer dans une case que j'étais pas, parce que moi j'écoutais du métal japonais, j'étais fan des mangas, enfin bref, j'étais vraiment dans un délire où dans ma mère avait même autre peur pour moi en univers. disant quand est-ce qu'elle va revenir à la raison, tu vois. Donc ça a fait un peu de chemin en moi et j'étais allée en Guinée dans mon pays d'origine, mais quand j'étais très petite, donc j'avais Ok. plus vraiment de souvenirs. Mhm. Et donc la première fois que j'y suis retournée, c'était en première, à mes 17 ans. Et là, ça a été la grosse claque, parce que je me suis dit, ah ouais, mais en fait, je viens dans un pays, je suis originaire quand même d'un peuple qui a une histoire, qui a des choses à raconter. Et en fait, je suis revenue avec beaucoup de force après en France, Ok. à Paris. Je me suis coupé les cheveux. Je suis venue en mode nappy, afro et tout. Donc ça a été vraiment un peu le voyage qui m'a permis de faire ma quête identitaire, etc. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser en fait un petit peu à l'histoire des Noirs, à l'histoire avant la colonisation, à regarder les empires et tout. Et du coup, pour la fac, je me suis orientée en histoire africaine à la Sorbonne. Et là, j'ai commencé vraiment à... C'est comme si j'étais dans une grotte et que j'allumais la lumière et je disais ah ouais, mais dinguerie, c'est passé ça. Et du coup, ça me donnait encore plus l'amour de plus en plus de l'audiovisuel, mais sans vraiment me donner une chance d'y accéder. Parce Ok. que comme je suis une grande fan de l'histoire et que je lisais par exemple l'épopée ou les histoires de Soundiata Keita ou par exemple comment s'est construit le royaume Congo, etc., je me disais mais c'est dommage qu'on voit pas ça sur grand écran. Pourtant, tu vois, les films sur la Révolution française, les films sur Marie-Antoinette, Il y on en a a beaucoup. une panoplie, tu vois. Et je me disais mais c'est dommage qu'on n'ait pas des films de ces pans-là de l'histoire africaine sur Mhm. grand écran. Et c'est comme ça qu'est parti mon Ça amour a commencé. pour le cinéma, que ça a commencé un petit peu. Du coup, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ton cursus scolaire. Tu as fait des études, du coup, un petit peu sur l'histoire d'Afrique.
comment ça t'est venu à l'idée de prendre plutôt ce chemin-là plutôt qu'un autre? Comment ça s'est passé après pour toi? Qu'est-ce que ça a réveillé chez toi? Je pense que tout part d'une quête identitaire. Enfin, quand tu es dans un milieu dans lequel tu sens que tu es différente des autres et qu'on essaye toujours de te mettre dans des cases sans que tu comprennes réellement d'où tu viens, bah moi, j'avais besoin absolument de comprendre d'où je venais. J'avais besoin de comprendre que j'étais pas juste l'immigré, l'enfant d'immigré. Qu'est-ce que ça voulait dire, immigré? D'où est-ce que je venais, d'où vient, tu vois? J'avais besoin en tout cas de pouvoir y répondre. Et j'étais passionnée par le continent africain, du fait de mon premier voyage à mes 17 ans, où j'avais vu un petit peu la Guinée et tout. J'étais curieuse d'en savoir plus, tu vois. Je voulais découvrir, et puis j'ai toujours été portée un peu par les questions diplomatiques, géopolitiques, etc. Okay. Et du coup, je me suis dit, non, j'ai envie de me focus sur l'Afrique. Okay. Et c'est comme ça que du coup, pourquoi entamer des études dans ce niveau-là? Tu aurais pu également peut-être t'installer là-bas, en Guinée ou dans un autre pays de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision-là? D'étudier l'histoire. Ouais. J'étais curieuse de connaître l'histoire de l'Afrique avant la colonisation. Ça, c'était j'aime beaucoup, parce que l'histoire est un peu découpée en 4 temps. On a la période de l'Antiquité, la période médiévale, la période moderne et contemporaine. Moi, j'aime beaucoup la période moderne en Europe, etc., qui est hyper intéressante. C'est un peu les grandes découvertes, etc. Mais la période du Moyen-Âge africain, c'était quelque chose qui m'intéressait. C'est-à-dire, c'est la construction des cités-États, c'est la construction des structures, des régimes politiques qu'il y avait en Afrique, des royaumes, des empires. Donc tout ça, ça me fascinait en fait. Mais vraiment, c'est-à-dire que parfois, on devait lire des documents qui dataient des années 1520 et c'était par exemple des explorateurs européens qui écrivaient, je sais pas moi, sur le Fouta Toro ou qui écrivaient sur Tombouctou à l'époque où il y avait les Bambara, etc. Et ils expliquaient un petit peu comment ils vivaient, etc. Et en fait, je retrouvais des mots que je connais, parce que moi je parle couramment ma langue, le Djaranké, donc, qui est un peu une langue vernaculaire d'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire que je comprends le Bambara, je comprends le Djoula, je comprends le Malinké, parce que c'est un peu comme les langues latines. Là, c'est les langues du royaume mandingue, donc on comprend toutes ces langues-là. Oui, c'est des sortes de consonances et tout ça. Et quand je les retrouvais dans des écrits qui dataient des années 1600, j'étais comme un enfant en fait, je découvrais les trucs et j'étais à fond, c'est-à-dire que je pouvais rester à la bibliothèque pendant des heures et des heures à lire, à chercher, à comprendre et j'avais l'impression en fait de mieux comprendre le monde. Et comme je voulais faire des relations internationales plus tard, j'avais vraiment cette envie-là de travailler dans la diplomatie, travailler pour les Nations Unies. Et moi, en fait, très tôt, j'ai commencé à avoir ces postes-là. C'est-à-dire, à 22 ans, je travaillais déjà avec l'UNESCO. À 21 ans, je me souviens que j'avais rencontré Christiane Taubira lors d'un événement culturel à la fac. Et je voulais organiser la journée du 10 mai autour de l'esclavage, etc. Donc, j'avais toujours cette revendication à pouvoir parler de nous, à pouvoir comprendre les choses, etc. Mais toujours d'un point de vue culturel. C'est ça qui était intéressant. C'est un peu marrant aussi ce contraste quand tu fais un peu le parallèle avec ta tendre enfance, où là tu étais dans une structure où tu n'avais pas forcément ce raisonnement-là, tu avais ce raisonnement d'enfant. Après, tu as un petit peu découvert du coup la richesse de notre culture. Quand je dis notre, c'est pas seulement africaine, mais moi, je suis guinéenne comme toi. Et du coup, c'est marrant du fait, l'évolution un petit peu que tu as décidé de choisir, quoi. C'est ça aussi. Et jusqu'à passer derrière la caméra après, par la suite. C'est ça. En fait, d'abord, tu as un rejet forcément de ta société d'accueil, qui est la France, on va dire. Et après, tu fais une introspection sur toi, tu essaies de te chercher, et puis tu as ce côté-là où tu rentres dans une rébellion. Moi, je me souviens que je rentrais dans une rébellion, et porter l'afro, pour moi, c'était pas parce que c'était une simple coiffure. Porter l'afro, par exemple, c'était une revendication. Je revendiquais de porter l'afro et même auprès de ma famille, mon père me disait « mais t'es pas coiffée ?» Je dis « bah si, c'est une coiffure, si, je suis coiffée !» Et j'étais énervée en fait. Cette période-là où j'avais entre, je dirais, 18 et 21 ans, j'étais vraiment dans la colère. J'étais vraiment dans la colère en France, j'étais contre le racisme, j'arrivais pas à comprendre, mais c'était vraiment une colère. Et c'est quand je suis allée vivre en Guinée, parce que quand je suis allée en Guinée, quand on m'a proposé le poste à l'UNESCO, dans ma tête, j'étais Thomas Sankara. Je venais sauver l'Afrique. J'étais là, mais en plus, on m'a donné ce poste. Mais j'étais à fond, je venais sauver l'Afrique. J'étais africaine et tout. Et j'ai jamais été aussi française qu'en Guinée. C'est là que j'ai compris que j'étais française. Je me suis dit, ah ouais,
Je suis vraiment une vraie Française. Mais du coup, tu as été confrontée Au rejet aussi. Ouais. Et c'est pour ça que maintenant, j'écris beaucoup sur l'identité parce qu'en fait, on n'est jamais chez nous. On n'est jamais réellement chez nous. Enfin, je me sens, c'est sûr, mieux en Guinée parfois. Parfois, je me sens rejetée. Moi, je me souviens qu'à 22 ans, par exemple, quand je m'occupais de la salle de cinéma à Canal Olympia, je gérais une équipe de 6 personnes, un projectionniste, 2 meufs à l'accueil, etc. Et parfois, on ne m'écoutait pas, on me disait hey, faut t'aimer là. C'est en sous-sous. On me disait mais c'est la petite blanche là. C'est la petite blanche qu'on a mis à ce poste-là. Tu vois, et c'était trop violent pour moi parce que je me disais mais je suis enfin chez moi. J'ai enfin réussi à venir ici avec des idées, avec des projets. Et même encore ici, on me rejette. Même encore ici, je ne suis pas chez moi. Même encore ici, je suis une blanche. Il y a cette histoire de place, quoi. C'est ça. Parce que c'est sûr qu'en France, il y a un moment donné où on nous fait comprendre qu'on n'est pas trop à notre place, même si on a une pièce d'identité. Quand on retourne au pays, alors toi, pourtant, tu maîtrisais quand même les différents dialectes. Bah ouais. Mais moi, ça fait un peu écho à ma propre expérience. Moi, souvent, on me disait ah, mais tu parles pas le Wolof, tu parles pas très bien le Peul. Bah ouais. Donc, en fait, tu es une petite babtou. Et quand tu es à Paris, on te dit quelque part que tu rentres pas non plus dans la case. Il y a forcément un moment où tu t'es dit que quelque part, l'intérêt, c'était de prendre ce qui était bon ici et prendre ce qui était bon là-bas et de faire ta propre richesse. Mais ça, c'est un cheminement, je dirais. Okay. Parce que moi, la Guinée, par exemple, à la fin, parce que j'ai fait à peu près 2 ans là-bas, je faisais beaucoup d'allers-retours entre la France et la Guinée, mais j'ai quand même beaucoup, j'ai vécu là-bas assez longtemps. Et je suis allée dans toutes les sphères, c'est-à-dire, comme je te dis, je fréquentais beaucoup le corps diplomatique en Guinée, les différents ministres que je connaissais très bien. Mais moi, mes parents, enfin ma famille en Guinée, c'est pas les personnes hyper aisées, quoi. Donc, c'est-à-dire que quand je finissais mes cocktails chez tel ambassadeur, je retournais à Nango, dans le quartier, avec ma famille, etc. Et du coup, je voyais la fracture, la différence, etc. Et c'est trop bizarre aussi pour moi parce que, du coup, en Guinée, je me retrouvais avec des gens... Enfin, je me retrouve avec la très haute société. Alors qu'en France, moi, je suis une fille d'ouvrière, tu vois. J'ai grandi, bon, c'est vrai, au lycée. Après, j'ai eu pas mal d'amis. Et du coup, on est un peu des caméléons. On arrive toujours, en fait, à naviguer dans tous les eaux, un peu partout. Voilà, on s'adapte tout le temps. Mais c'est vrai que c'était très étrange pour moi. Parce que du coup, je me retrouvais avec des enfants de ministres, etc., qui avaient énormément d'argent, qui claquaient l'argent comme ça. Et moi, j'étais en mode, mais ces gens-là, ils n'ont rien compris, hein, tu vois. J'étais encore dans ce rébellion-là, mais il faut aider l'Afrique, il faut développer, nanani, nanana. Et en fait, les gens là-bas, ils te font comprendre très clairement que déjà, tu es une diaspora, donc que tu as déjà beaucoup plus de privilèges que eux. Et tu n'es pas la bienvenue partout. C'est pas parce que tu viens de France et tu as fait tes grands diplômes, etc., qu'on va t'ouvrir le tapis rouge, on va t'ouvrir les portes. Non, parfois, on va te mettre des bâtons dans les roues. Parfois, ça va être plus compliqué. Parfois, tu passes plus vite aussi. Enfin, du coup, c'était assez compliqué. Et après... j'avais postulé pour mon master à Sciences Po et j'avais été prise. Et mes parents, ils étaient là, non, par contre, maintenant tu rentres. Enfin, c'est bon, là. Tu as eu ton aventure guinéenne, tu rentres, tu fais ton master. Et c'est comme ça que je suis rentrée en Guinée, mais aussi parce que je pense que j'étais fatiguée aussi. Donc du coup, on a parlé un petit peu de tes études sur les histoires africaines. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce que tu as fait par la suite ? Ok. Donc en fait, après mes études en histoire africaine, donc j'ai fait 2 ans. Je suis allée faire 2 ans en Guinée où j'ai travaillé non seulement, donc, comme je te le disais, pour l'UNESCO, mais aussi pour le Canal Olympia Kaloum, donc le groupe Vivendi. Et après, j'ai aussi également, pendant cette période-là où j'étais en Guinée, réalisé ma série documentaire Welcome to Conakry. Ok, c'est à ce moment-là. C'est ça, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé Welcome to Conakry et qu'après, je suis allée faire le tour des quartiers. J'ai projeté les films Welcome to Conakry un petit peu partout. Puis après, je suis revenue en France pour faire mon master Sciences Po, études internationales et européennes. Et après ça, j'ai beaucoup travaillé dans la fonction publique d'État en France, dans les différents ministères et tout en faisant des formations à la création audiovisuelle. Donc, j'arrivais jamais à me décider entre politique et audiovisuel. Tu n'avais pas lâché pour autant. C'est ça. Je suis toujours entre diplomatie, politique et en même temps l'audiovisuel. Je n'arrivais pas encore à lâcher. Ok. Du coup, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu ce qui t'a poussé en fait à partir à Conakry avec ta caméra. Dans quel état d'esprit un petit peu t'étais quand justement tu as entrepris ce voyage et que tu t'es dit que tu voulais montrer la Guinée un peu différemment, on va dire. En fait, tout est parti du fait que j'avais fait comment on appelle ça, les échanges universitaires. Là. Je suis partie au Canada, j'ai voyagé un petit peu à New York, je suis allée en Colombie.
Et je rencontrais à chaque fois du monde, en fait. Donc, quand je me présentais, les gens, à chaque fois, comme je t'ai dit, ils n'arrivaient pas à placer la Guinée sur une carte. Ou encore, on me disait la Guinée-Ebola, parce que c'était dans les années 2015. Et que la Oui, ou Guinée était laquelle. écrite. Souvent, C'est on me ça, dit ou ça laquelle, aussi. mais quelle Laquelle Guinée Guinée? Ouais. Guinée-Papouasie. Non, mais franchement, Tu m'as vu? j'avais vu. Non, mais tu vois, donc j'avais cette frustration-là. Ouais. Et j'avais très envie de montrer c'était quoi la Guinée. Surtout que quand j'étais allée à mes 17 ans, j'avais beaucoup aimé. Mais Ok. j'avais pas, tu sais, j'étais restée dans le cadre familial. Parce que souvent, quand on va au bled avec nos parents, c'est un mode Ouais. bon, dire bonjour C'est à tel ça. temps, tel oncle, tel grand-parent. Bon, c'est cool, mais en fait, tu vois pas beaucoup la vie. Moi, j'avais cette frustration-là. Ok. Du coup, quand je suis allée en décembre 2015 pour un stage, hein, j'avais dit à mes parents que j'allais faire un stage dans un ministère. Bon, il s'avère que j'avais réellement un stage à faire, mais comme c'était un changement de politique où Alpha Condé devait être élu, je sais pas quoi, il y avait pas, les gens ne travaillaient pas dans les ministères, donc j'en ai profité pour ramener un petit gars avec moi en vidéo, aller dans les rues de Conakry, dire aux gens, bah, dites welcome to Conakry, etc. Bref. Donc j'ai fait cette vidéo, elle a bien marché sur les réseaux sociaux, mais Ok. c'était un peu une vidéo de 2 minutes, vite fait, tu vois. Je l'avais appelée Welcome to Conakry, Mhm. mais je m'étais dit, déjà j'étais surprise que ça prenne autant sur les réseaux sociaux. D'accord. Mais en fait, je me disais, ah mais je touche un truc, c'est-à-dire qu'il y a tellement peu de contenu, il y a tellement peu de contenu positif sur la Guinée, Sur le pays, que la ouais. petite vidéo de 2 minutes que j'ai faite, elle a cartonné. Je me suis dit, c'est bizarre. Et du coup, j'ai appelé mon pote, Nabi, mon gars sûr. Je lui ai dit, Nabi, il faut qu'on fasse une série documentaire sur Conakry. Genre, j'étais une illuminée. Il disait, mais Aïcha, tu te lances encore dans quoi? Tu sais, il me suit à chaque fois dans mes projets. C'est encore quoi ça et tout? Je lui dis, non, mais là, je te jure, ça a marché, c'est un truc de dingue et tout. Et du coup, il me dit, mais comment on va voir les sous? J'ai dit, bah, on va pas attendre, on fait une campagne de crowdfunding. Il me dit, mais Aïcha, mais ça n'a pas marché, comment on va trouver des chefs-op et tout? Et là, j'ai commencé à regarder des réalisateurs, des chefs-op et tout sur les réseaux sociaux. Et je suis tombée sur un gars qui s'appelle Théo Lavabo. Et c'est très drôle parce que maintenant, il chante, il fait des trucs hyper drôles. Enfin, bref. Et lui, il s'avère que j'aimais beaucoup ce qu'il filmait. En fait, il filmait vraiment de qualité, il filmait des gros clips, etc. à l'ancienne. Et je lui ai écrit, vraiment toujours dans mon audace, oui bonjour, donc en fait j'ai envie de faire une série documentaire à Conakry, j'ai pas d'argent mais je peux payer votre billet d'avion, votre logement, je paye tout, je prends tout en charge. Et le gars, je pense qu'il a été touché, tu vois, il m'a dit mais pourquoi tu veux faire ça? Je dis mais parce qu'il n'y a pas de contenu positif sur mon pays. En fait, j'ai envie de changer le narratif. J'en ai marre que à chaque fois quand on voit des documentaires sur l'Afrique, c'est des bébés au gros ventre et tout. Et moi, j'ai vu Conakry. Enfin, vraiment, j'étais en train de lui dire j'ai vu Conakry, c'est hyper dynamique. Les jeunes, ils font plein de trucs. Il y a plein de choses à raconter. Et du coup, il a dit vas-y, je te suis. Il a dit mais il faut que tu nous trouves le billet et machin. Et du coup, j'ai fait une campagne de crowdfunding à hauteur de 5 000 € pour pouvoir payer en fait la logistique, quoi, tu vois. Tout ça. Et après, comme j'avais des contacts là-bas, ben, j'ai appelé des grands frères à moi, des ministères. Oui, est-ce qu'on peut avoir telle autorisation? Est-ce qu'on peut faire ceci? Est-ce que j'ai réussi à avoir un véhicule du gouvernement pour pas qu'on se fasse embêter, pour qu'on puisse aller partout et tout? Donc j'étais vraiment déter. Ok, donc tout le réseau que tu Tout le avais réseau fait que j'avais auparavant réussi t'a à faire, servi après. ça m'a Excellent. servi en fait Ok. à faire Welcome to Conakry. Et là, on a fait 5 épisodes où on parlait de gastronomie, on parlait de culture urbaine à Conakry, on parlait de mode, des jeunes, du retour au pays. Donc c'était hyper intéressant et j'allais dans les quartiers, on allait filmer. Et toute cette aventure Welcome to Conakry, ça m'a beaucoup animée parce que du coup, en Guinée, comme il n'y avait pas beaucoup de contenu, les gens ils me reconnaissaient, ils me disaient Welcome to Conakry. Et je disais ouais, c'est Welcome to Conakry. Donc j'étais vraiment trop bonne et j'étais vachement identifiée Welcome to Conakry. Et qu'est-ce qui t'a amené du coup à entreprendre un petit peu les relations intrafamiliales? Qu'est-ce qui t'a poussé par la suite, quelques années plus tard, à écrire Ouais, à me lancer dans le silencieuse, cinéma. ouais. J'avais remporté le concours de scénario avec mon film Douleur silencieuse. Et Douleur silencieuse, ça aborde la thématique des violences sexuelles intrafamiliales au sein d'une famille ouest-africaine en France. Donc c'est un sujet lourd, c'est un sujet tabou. Et c'est parce que c'est un sujet tabou que je voulais en parler. Parce que j'avais rencontré beaucoup de jeunes femmes, et des femmes beaucoup plus âgées aussi, qui me disaient qu'elles avaient subi une violence dans leur famille, un harcèlement, etc. Et qu'elles n'en ont jamais parlé. Oui, tu Je me avais suis la dit, volonté c'est ça. de mettre des mots sur des C'est ça, expériences que tant de jeunes filles avaient Exactement. subies, quoi. Et pour moi, l'audiovisuel, c'est aussi fait pour ça. C'est aussi fait pour parler des sujets qu'on ne veut pas voir, des sujets tabous, des sujets de nos sociétés, pour faire avancer le débat. Et je me disais, mais si on rend invisibles ces victimes, elles vont jamais avoir justice. On va jamais réussir en fait à arrêter ce fléau. Et c'est comme ça que j'ai parlé que j'ai réalisé Douleur silencieuse. Et là, c'était un petit court métrage aussi. C'était mon premier bébé, quoi, vraiment.
Et en fait, contre toute attente, j'ai vraiment poussé le court-métrage et il a tourné beaucoup en festival. J'ai remporté un prix à Dakarcourt et ça m'a ouvert beaucoup de portes après parce que après j'ai pu projeter Douleur silencieuse dans l'auditorium de Chanel. Je l'ai projeté aussi à Cannes pendant le Short Film Corner. Je l'ai posté, enfin, il a vraiment été projeté un Il petit a peu partout. voyagé Il un a petit peu, quoi. voyagé en Colombie, enfin, vraiment partout. Mhm. Mais j'ai remarqué qu'il n'avait pas beaucoup voyagé en Afrique. Pourtant, il a voyagé beaucoup dans les festivals en Amérique latine, en Europe, en France, un peu en Afrique, dans 2, 3 pays, mais pas beaucoup, alors que je voulais que ça parle aussi aux Africains. Et c'est là que petit à petit émergeait l'idée de Ciné Nomade, parce que je me disais, mais en tant que réalisatrice noire, comment ça se fait que nos films sont vus partout, sauf en Afrique? Sauf chez nous. Et ça, c'était hyper frustrant. Et après, j'ai commencé à me renseigner et j'ai regardé les chiffres de l'UNESCO. Et en fait, je me suis rendu compte que le continent africain était le continent le plus mal desservi en matière de distribution cinématographique et que le rapport disait qu'en Afrique, il n'existe qu'un écran pour 780 000 personnes. Non, mais j'ai l'impression que les choses sont quand même en train de changer, en train d'évoluer tout doucement. On a d'ailleurs accès à de plus en plus de contenu, que ce soit des séries, des films. Je pense à My Bouquet Africain, par exemple, qui propose quand même pas mal de contenu. Est-ce que, qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Est-ce que tu as une responsabilité? Est-ce que toi, tu te considères comme vraiment actrice de ce changement-là? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Je pense qu'effectivement, il y a une évolution. Mhm. Elle est lente, mais il y a quand même une évolution. Dans le sens où, quand je regarde derrière moi, quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas tous ces contenus-là qui étaient disponibles. À l'époque, il y avait tellement peu de contenu de films afro où on se reconnaissait que je me souviens, on cherchait sur Internet et on streamait de manière un peu illégale les films afro-américains pour en consommer, pour en regarder, parce qu'on n'arrivait pas à en avoir accès en fait en France. Mm. Et je me souviens quand Think Like a Man est arrivé, moi j'ai adoré Think Like a Man et tout comme film. Et le 2 devait être diffusé en France. Et ils ont refusé de le diffuser en France, comme quoi ça parlait pas à la population française, parce que c'est que des Noirs. Et ça, c'était problématique. Aujourd'hui, je pense que ça a changé. Effectivement, avec Black Panther, on l'a vu. Black Panther, il y a quand même un casting qui est à 80%, 90% noir. Et ça a été un gros carton mondial qui a eu plus de 200 millions ou plus, je pense même le milliard, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a eu énormément de retombées. C'est un film qui a hyper bien marché, donc ça montre qu'on consomme. Les Africains consomment aussi les contenus noirs. Et du coup, je pense que de plus en plus de plateformes ou de médias essaient de se positionner maintenant. Parce qu'ils ont compris qu'on consommait. C'est un peu comme les maquillages à l'époque. Ouais, À l'époque, tu vois, là, tu rentres chez Sephora, tu vois qu'il n'y a pas de fond de teint noir. Quand Fenty elle est arrivée, elle a bousculé un petit peu tout ça en mettant toutes les teintes, etc. Aujourd'hui, moi, quand je rentre dans un Sephora et qu'il n'y a pas des teintes noires, franchement, je boycotte la marque parce que je me dis c'est pas possible. Mais pour revenir à cette histoire de légitimité, je pense que maintenant, quand même, il y a des producteurs, des réalisateurs, quand même, qui se sont réappropriés les histoires, qui racontent des nouveaux narratifs. Ouais. Par exemple, c'est Dina Baldé, avec la série Lex Africana. Est-ce que toi, par exemple, je ne sais pas, Bah, il y en a plein. Moi, par exemple, je pense à la boîte de production Marodi qui produit Ouais, au énormément Sénégal de aussi, séries. ouais. Bon, après, c'est des séries, c'est souvent les mêmes, les mêmes sujets qui reviennent, mais moi, j'étais accro. Enfin, non, je regardais tout. J'adore Calistassi. J'adore la réalisatrice Calistassi, productrice, scénariste. Enfin, elle est trop forte. Et je trouve que voilà, elle ramène des sujets hyper frais, modernes, dans une Afrique qui est en pleine évolution entre tradition et modernité. Contradiction, je me souviens que c'était un banger, sa première série Maîtresse d'un homme marié. Ça a fait parler tout le monde, c'était ouf. Et non, il y en a de plus en plus, et du coup, c'est ça qu'on doit soutenir. Et je suis contente qu'aujourd'hui, voilà, on reconnaisse leur travail. Bah là, je pense qu'il faut parler aussi de Ciné Nomade quand Bah même. oui, Ciné Nomade. Parce que quand même de ramener le cinéma, enfin les histoires africaines chez les Africains, le fait de faire des projections. Moi, j'y étais, hein, j'ai eu l'honneur de participer à la deuxième édition. Et le fait de rassembler en fait différentes générations autour juste pour partager un moment et après échanger aussi sur ce qu'on vient de voir. Enfin, en fait, on quand même réussi à faire quelque chose de... On revient en fait à l'essence du cinéma, qui est le partage d'émotions ensemble, qui est cette expérience collective qu'on
qu'on fait ensemble en fait. Et c'est ça qui est fort et c'est ça qui est beau. Et Ciné Nomade, c'est parti de là, c'est que je me disais, nos films en tant que réalisateur africain, on les voit un peu partout. En tout cas, ils tournent bien en festival. Mais chez nous, ils ne circulent pas beaucoup. Et parfois, il y a des histoires qui font écho en fait, à des problématiques qui sont chez nous, dont on a besoin de parler, dont on a besoin de débattre. Et ça, je me disais, pour y remédier, bah, c'est simple, il faut aller, il faut que le cinéma vienne aux gens. Donc encore, j'appelle mon ami Nabi, je lui dis, Nabi, j'ai une bête d'idée, on va faire un cinéma ambulant. Il me dit, Maïcha, tu veux faire ça comment encore? Je dis, mais c'est facile, on prend un grand écran, on prend un camion, on va dans les villages, on projette des films des réalisateurs africains, des films qui viennent d'être primés à Cannes, des films qui viennent machin. On prend voilà entre le moderne et les films de patrimoine et on projette, on fait des débats avec la population et tout. Il faut que les gens consomment du contenu africain pour qu'on relance une industrie. Et la première année, on a fait vraiment toute la Guinée, c'est-à-dire on a fait toutes les régions de la Guinée, la moyenne, la haute, la Guinée forestière, et on projetait des films vraiment dans les coins les plus reculés. Là où parfois il n'y avait pas d'électricité, dans des villages, vraiment, je me souviens un village de Guinée forestière qui s'appelait Gongona, je crois. Et là-bas, il disait, mais personne n'était venu chez nous. Ils nous ont accueillis avec des corbeilles de fruits, de collages, d'argent même. Je dis, mais pourquoi ils nous donnent tout ça? J'étais hyper gênée et tout ça. Et du coup, on a fait des projections là-bas, on a projeté Douleurs silencieuses. Et moi, c'était hyper important pour moi de projeter Douleurs silencieuses en Afrique. Je voulais entendre en fait la population autour de voir cette un peu les réactions, de voir un petit peu ce que ça soulève. C'est ça, et les réactions, et de provoquer un peu le débat, quoi. Et les réactions étaient assez intéressantes parce que je voyais des jeunes, notamment des jeunes femmes, faire des témoignages, interpeller leurs parents, expliquer tel oncle, pourquoi les gens sont chez nous, pourquoi c'est tabou, pourquoi c'est aux femmes. Et c'est pour ça que je dis que c'est important l'audiovisuel, parce que c'est un outil puissant pour faire changer les mentalités. Parce que de projeter mon film et qu'un homme se permette de dire qu'il pense que c'est la petite fille qui cherche à piquer le mari de sa tante ou je sais pas quoi, alors on lit la peur dans son visage, c'est problématique. Ouais, il y a vraiment toutes les mentalités à changer, quoi. Mais du coup, c'était ça, Ciné Nomade, et on arrivait à retrouver l'essence même du cinéma. C'est-à-dire qu'on va dans un village, à la tombée de la nuit, t'as les étoiles dans le ciel, il y a une petite brise et tu as un grand écran, tu as tout le village qui sort, les plus âgés, les plus jeunes assis devant, les adultes derrière, des femmes qui allaitent leurs enfants, et tout le monde regarde les films. Donc ça, c'était hyper impressionnant la première année. On avait touché à peu près plus de 8000 personnes à travers le pays. Et pour la deuxième année, j'ai voulu aller encore plus loin. Je voulais organiser vraiment un festival international de films à Conakry. Je voulais non seulement le côté cinéma ambulant, qui était d'aller dans les villages et tout, mais je voulais aussi le côté Cannes, le côté tapis rouge, le côté où on va inviter des personnalités, le côté paillettes, et d'amener ça en fait à Conakry pour faire rêver les jeunes, pour montrer que c'est pas qu'ailleurs qu'on peut organiser de tels événements, on peut aussi les organiser chez nous. Et c'était aussi une manière de faire un lobbying auprès des autorités de mon pays, de dire écoutez, là je vais vous amener des personnalités un peu du monde entier qui travaillent dans le cinéma. Je vais vous amener des médias. Il y avait France Télévisions, donc l'émission Beau Geste de Pierre Lescure qui était là. Et Pierre Lescure, je l'ai rencontré à Cannes. Et je lui ai dit, c'était moi, Ciné Nomade. Et il m'a dit, mais c'est incroyable ce que vous avez fait parce qu'on voit l'essence même du cinéma avec votre initiative et tout. C'est super. Et puis on voyait que les gens, ils étaient à fond. Et je me dis, Pierre Lescure, c'est quand même l'ex-président du Festival de Cannes. Hein. C'est un truc de fou, tu vois. Ouais. Et d'amener tout ça à Conakry l'année dernière, c'était assez historique parce qu'on avait 2 pionniers du cinéma africain, le feu Souleymane Cissé qu'on a perdu il y a quelques temps, Cheikh Doucouré, le Ballon d'Or. Et c'est des choses que je pense qu'on ne refera pas. On l'a vu, hein, Souleymane Cissé, il est parti avec ses hommages. Et là, j'ai vu la force de ce qu'on a fait. J'ai fait, c'était force qu'on a fait de réunir la nouvelle génération, l'ancienne génération, de parler de cinéma et d'accueillir tout ce monde-là à Conakry. Et je pense que les gens s'en souviendront et que les jeunes aussi s'en souviendront. Et du coup, chaque année, on apporte un nouveau truc à Ciné Nomade. Cette année, c'était la formation des jeunes femmes, parce que dans le milieu audiovisuel, je vois qu'il y a beaucoup d'hommes, et les femmes, elles s'interdisent de faire des choses. On leur donne pas les moyens, la possibilité ni la possibilité d'y croire. Et du coup, là, on a fait une formation 100% féminine où les filles, elles ont écrit un scénario, elles l'ont réalisé, elles l'ont produit, elles étaient chef-op, elles étaient ingé son, on les voyait prendre les trucs. Enfin, c'était assez impressionnant, mais c'était beau et elles étaient fières d'elles et contentes. En tout cas, je trouve que tu as une superbe énergie. Et vraiment, ton parcours, il est super inspirant parce qu'en fait, tu t'es servi de tout, en fait. Les gens que tu as pu rencontrer au moment où tu faisais tes études, c'est les mêmes personnes que tu as contactées quand tu as eu besoin d'autorisation, quand on a eu besoin de te valider des choses.
Et en fait, il n'y a pas de hasard, quoi. Non, il n'y a pas de En hasard. tout cas, je trouve ça super inspirant. On a fait un petit point sur ton parcours. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets en cours? Ce qui va Alors. arriver par la suite? Tout à fait. Alors, il y a pas mal de choses. Au niveau de l'écriture et de la réalisation, j'ai un film de prévu que j'ai envie de réaliser en Guinée. J'espère cette année en 2025, Inch'Allah. J'ai des séries en cours d'écriture avec des boîtes de prod que je développe. Et de plus en plus, la production m'appelle. Donc, j'envisage peut-être d'ouvrir ma propre boîte. Voilà, il y a pas mal d'idées qui émergent comme ça parce que je reçois beaucoup de projets et je pense qu'il y a des projets qui méritent d'exister, il y a des histoires qui méritent d'être racontées. Et parfois, je pense que si on ne nous ouvre pas la porte, il faut créer sa porte. Il faut l'ouvrir soi-même. C'est ce que je vais faire. Ok. J'aimerais bien te montrer l'extrait d'une série, si tu veux bien, qui est disponible sur MyBookie africain, qui s'appelle Play Game. D'accord. Et tu me diras ensuite ce que tu en penses. Avec plaisir. Bonsoir. Salam alaikum, monsieur. Alaykoum salam. Je suis enchanté de faire votre connaissance. Olivier. Je crois qu'on va y aller. Hein. Il était que de passage. Hein. Non, 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 partez pas. Asseyez-vous. Avec On plaisir. va pouvoir faire connaissance. Bien sûr. Ouais. Excusez-moi, je vous emprunte. Alors, parlez-moi de vous, jeune homme. Eh bien, écoutez, sachez tout d'abord que je suis éperdument amoureux de votre fille. Nous avons de nombreux projets Et ensemble. donc, quand vous aimez une fille, vous la trompez, c'est ça. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'un moment d'égarement que je Moment regrette. d'égarement. Quel manque de caractère. Est-ce que je peux avoir ta réaction, ton ressenti? Et ça, c'est intéressant parce que c'est un peu des nouveaux narratifs, des nouvelles caractérisations, où souvent, c'est le contraire. C'est la noire ou la personne noire qui est dans une situation pauvre et que la personne blanche, voilà, elle est beaucoup plus riche et souvent elle se fait rejeter, etc. Donc là, tu vois, on a des nouvelles positions, des nouveaux narratifs et c'est de tout ça dont je te parlais. Donc c'est assez intéressant. Je n'ai pas vu toute la série, mais cette partie-là, elle est frappante. On voit un père riche, noir, africain, qui a réussi et qui ne veut pas qu'un petit gars comme ça rentre dans la vie de sa fille alors qu'il n'a pas grand-chose, quoi. Donc, c'est assez intéressant. Aïcha, merci beaucoup. On arrive à la fin de cet entretien. Je me demandais s'il y avait peut-être une phrase ou une expression que tu as entendue ou qu'on a pu te dire à toi, qui t'a vraiment apporté de la force, quoi, et que tu utilises encore aujourd'hui, ou que tu toi-même transmets Bien sûr. à d'autres. Bah oui, tout à fait. J'ai une phrase qui m'a été donnée par une grande sœur, une personne que j'ai beaucoup admirée par son ambition, etc. Et qui m'a dit un jour, Aïcha, quand tu veux faire quelque chose, fais le bien et va jusqu'au bout. Et en fait, elle marquait sur l'excellence. Quand tu fais quelque chose, essaie de donner le meilleur de toi-même pour vraiment atteindre l'excellence, parce qu'il faut qu'on atteigne cette excellence, et va jusqu'au bout de ce que tu fais. Il ne faut jamais rien lâcher. Et ça ramène la notion de détermination, ça ramène la notion aussi de résilience. Et ça, ces deux mots, c'est des choses que j'ai tenues tout au long de ma carrière et que je continue à faire. Je fais les choses bien et je vais jusqu'au bout. Ok, c'est super inspirant. Merci beaucoup Aïcha. Merci Aïssatou, c'était super. Merci à toi.